Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour, Et bonjour. bonjour à tous. Voilà, nous sommes en direct. Allez Maël. Alors, excusez-moi, c'est que nous avons un tout petit délai entre le direct et la diffusion sur YouTube. Voilà. Et du coup, voilà, je quitte parce que c'est très déconcertant. Et nous allons commencer du coup un nouveau webinaire GeoOrchestra qui va être uniquement centré et consacré à la présentation du nouveau visualiseur de GeoOrchestra, Mapstore 2. Bah écoutez, je suis accompagné aujourd'hui de Catherine qui va Bonjour. nous présenter tout ça très concrètement. Catherine Morales. Présente-toi, Catherine. Catherine Morales, je travaille à Rennes Métropole. Je suis chef de projet au service information géographique de Rennes Métropole et plutôt en charge du portail SIG. Je vais vous présenter MapStore tout à l'heure, une petite démo sur ce qu'on a fait avec MapStore. Et du coup, moi c'est Pierre Gigot, je suis membre du PSC de Orchestra. Et on parlait tout à l'heure un peu de une toute petite partie technique de Mapstar. Voilà. Eh ben, je vais parler puisque du coup, c'est à mon tour. Alors, hop, voilà. Donc, on va commencer par juste un tout petit point introductif sur pourquoi Mapstore dans GeoOrchestra. Voilà, je reprends le PDF. Voilà, alors le programme d'aujourd'hui qui est basé sur un petit peu d'introduction et surtout beaucoup de démonstrations. Un tout petit point sur le pourquoi du visualiseur. Alors, c'est quelque chose qui remonte à 2015-2016. Lors d'un des Géocom, la communauté avait clairement euh, pointé le besoin de anticiper la fin de vie de Mapfishap. Mapfishap qui est le visualiseur par défaut de GeoOrchestra depuis 2009. Pour différentes raisons, des besoins d'évolution technique, des besoins de support d'évolution et puis d'obsolescence de certains composants informatiques et logiciels qui composent Mapfishap. Donc 2017, sujet mis à l'ordre du jour du Géocom de Bordeaux, et puis ensuite un des membres de la communauté, Rennes Métropole, a pris enfin, s'est positionné sur le dossier, a investi du temps, a consacré du temps pour faire en sorte d'avancer ce dossier. Donc, recueil des besoins auprès de la communauté, et puis un retour de tous ces besoins exprimés à la communauté lors du Géocom de 2018 à Chambéry. Donc, un travail vraiment communautaire, axé communautaire. Au niveau des besoins, des enjeux et des objectifs, le constat qui a été partagé, c'était qu'on avait plus en plus une fragmentation des différents utilisateurs au sein de la communauté, notamment le besoin de se recentrer sur un utilisateur monothématique. Donc du coup, on devait essayer d'avoir non pas une multitude de visualiseurs, mais plutôt tenter d'avoir un seul visualiseur qui est capable de générer des visualiseurs différents. Mapfishap est un très bon visualiseur, il est très complet, mais peut-être, il a été jugé peut-être trop géomaticien. Et j'ai extrait deux choses qui avaient été dites lors de cette étude en 2018, à savoir que la table attributaire, c'est-à-dire la richesse des données descriptives de tout ce qu'on voit à l'écran sur les cartes, était mal exploitée ou pas assez valorisée. Et puis aussi une faiblesse ergonomique sur la mise à jour en ligne des données. Donc ils savaient le faire, mais pas mal de gens ont jugé que c'était pas assez ergonomique. Et puis également un besoin d'aller vers la 3D et de pouvoir faire de la visualisation 3D relativement simple avec un globe, des extrudes, des bâtiments extrudés par exemple, et peut-être même avoir de la texturation. Et puis un avis très partagé au sein de la communauté des développeurs, la mise à jour, la montée en version, enfin tout l'effort qui aurait été consacré à la montée en version des librairies aurait coûté trop cher ou plus cher plutôt que de tout refaire. Voilà. Et en plus, une tâche peu motivante. Du coup, il a été décidé de partir sur vraiment quelque chose de nouveau.
Le travail a été réalisé en communauté et cette première étape est toujours visible sur GitHub, puisqu'on a utilisé GitHub comme vecteur pour vraiment redéfinir quelles sont les fonctionnalités qu'on voulait voir dans le visualiseur. Et chaque point a été arbitré avec des priorités pour pouvoir faire un planning de développement, puisque derrière on passe sur des choses assez classiques en appel d'offres, donc ça permet aussi de segmenter et d'ajuster les capacités de financement. Alors justement, le financement a été mutualisé comme on l'avait fait pour Cadastrap quelques années auparavant, via une convention spécifique entre les organismes qui étaient motivés, participants, et qui voulaient cofinancer ce nouveau développement et ce nouveau visualiseur. Donc voilà le schéma qui a été retenu pour l'organisation de cette partie-là. On peut peut-être les lister, les Voilà, moi organismes qui ont... j'en ai fini avec cette partie introductive. Alors, on va repartir sur voilà, le Jitsi avec tout le monde. Vous pourrez poser des questions et puis on ferait confiance à Jean pour interrompre si jamais il y a des questions pressantes, n'est-ce pas? Ok. Je passe la parole à Catherine du coup. D'accord. Donc, je ne sais pas si vous voyez mon écran. C'est bon, Très bien. c'est bon. Donc, bonjour. Donc, moi, je vais vous présenter, je vais faire une petite démonstration sur une application qu'on a mise en œuvre à partir de MapStore au sein de notre portail d'information géographique, le portail SIG dans la métropole qui se base sur GeoOrchestra. L'objectif, c'était de créer une application assez rapidement pour remplacer une autre application existante en Flash. Donc, on avait des contraintes de temps. Et l'idée, c'était d'utiliser MapStore à travers un paramétrage sans aucun développement additionnel. Donc, cette application, c'est l'application de gestion des espaces verts de la ville de Rennes et qui est donc utilisée par environ 300 personnes puisque les espaces verts comptent environ 300 agents et contient pas mal d'informations. Donc, je vais vous faire une petite démonstration d'abord de cette application pour que vous voyez un petit peu les fonctionnalités qu'on peut utiliser et l'ergonomie existante de MapStore. Et puis après, je vous parlerai, MapStore, c'est un visualiseur, c'est une usine à visualiseurs. Donc, cette application qu'on appelle GeoJardin en est un exemple. Je vous montrerai comment on peut très facilement créer son propre visualiseur depuis la partie administrateur, on va dire, de MapStore, pour terminer sur le visualiseur standard, qu'on verra très très rapidement. Et puis après, je passerai la parole à Pierre. Donc l'application GeoJardin, puisque c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est donc un visualiseur MapStore avec certains paramétrages. Donc pour décrire un petit peu l'interface de MapStore pour ceux qui ne la connaissent pas, voilà à quoi ressemble alors ce qu'on appelle un contexte applicatif, une application telle qu'elle a été créée dans l'usine à visualiseur. Donc on retrouve des éléments assez classiques dans les outils SIG, notamment une barre d'outils de navigation. Donc, par défaut, elle est refermée. Donc, ce qui est intéressant dans MapStore, c'est que la place dédiée à la carte est maximale et on peut ouvrir et développer des fonctionnalités au besoin. Donc là, par exemple, tous les outils de navigation que vous allez trouver là, vous pouvez les déplier et accéder à de nouvelles fonctionnalités. Sinon, bien entendu, avec la souris, vous avez les possibilités de naviguer dans la carte. Donc là, pardon, je vais aller un peu vite. Voilà, donc j'ai des petits soucis de... Voilà, c'est bien. Alors, il faut savoir que je suis en VPN sur notre réseau interne Rennes Métropole, ville de Rennes, et par-dessus, il y a les visios. Donc, on peut avoir quelques petites latences qui peuvent être dues en partie à ça. Donc voilà, vous voyez des outils de navigation classiques, le plus, le moins, la possibilité de passer en plein écran, de revenir, les zooms arrière, zoom avant, donc zoom arrière qui est très très utile, et puis la possibilité d'agrandir l'extension maximale. Donc voilà, je vais passer assez rapidement sur ces outils-là que vous connaissez déjà certainement, qui sont très faciles à appréhender. Nous avons également un certain nombre de fonds de plan
qui sont accessibles à travers ces petits boutons en bas de l'interface. Donc, ce sont des fonds de plan Rennes Métropole que nous faisons à façon sur les données dont nous disposons. Donc, par défaut, pour cette application métier qui est assez colorée, on va dire, on a préféré mettre un fond de plan gris de façon à bien faire ressortir les données métiers. Mais il est très facile de passer d'un fond de plan à un autre à travers cet outil. Et également très facile d'en rajouter. Vous voyez, il y a un petit plus là, donc l'utilisateur est même en capacité d'ajouter de nouveaux fonds de plan en fonction de ses besoins. Donc là, on a les orthophotographies, donc une de 2017-2018, une de 2020, et puis du cadastre. Donc les utilisateurs de GeoJardin peuvent avoir besoin d'accéder à tous ces fonds de plan. Donc je vais repasser sur le fond de plan gris. Troisième zone qui est très intéressante et qui a une grande utilisation pour les personnes du service jardin, c'est la zone de recherche. Donc cette zone de recherche est intéressante parce qu'on peut y paramétrer, l'administrateur peut paramétrer des services WFS, donc des services en provenance de GeoServer, peut en paramétrer plusieurs. Et donc nous, par exemple, on a paramétré ici la possibilité de se localiser sur des sites d'espaces verts. Donc, si je tape Tabor dans la recherche, je vais avoir tous les sites qui contiennent le mot Tabor qui apparaissent, mais également les adresses, puisqu'on a paramétré 4 services. On a paramétré les sites des espaces verts, les adresses de Rennes Métropole, enfin de la ville de Rennes en l'occurrence. On a fait un filtre. Les zones d'activité concertées et également les zones d'aménagement concerté, pardon, et également les parcelles cadastrales. Donc, à chaque fois qu'on fait une recherche dans la barre de recherche, dès lors que les caractères sont retrouvés dans les couches concernées, eh bien, il nous les propose avec un maximum qu'on peut définir, que nous, on a défini à 4. Donc là, je vais aller sur le parc du Tabor. Donc, on n'était déjà pas très loin. Si je fais une recherche adresse, par exemple, je vais taper le 71 rue du Pont des Loges. Donc voilà, 71 rue du Pont des Loges, on s'y localise assez rapidement et ça marche plutôt pas mal. Et malgré les petites latences qu'on peut avoir là, probablement dues à toutes les surcouches qu'on a. Ensuite, si par exemple je vais aller sur une parcelle cadastrale, et bien de la même façon, je vais taper son numéro de section, le numéro de parcelle et je vais avoir les parcelles proposées. Donc je vous montre les 4 fonctions de localisation. Donc, à savoir que n'importe quel service WFS dont vous disposez dans votre GeoServer est paramétrable à ce niveau-là. On a pour les espaces verts, qui sont quand même les éléments les plus utilisés dans cette application, il y a également la possibilité pour les personnes d'utiliser le numéro de site, puisque c'est quelque chose qu'ils connaissent très bien, c'est une donnée métier. Donc, pour les sites, on peut accéder à travers le nom, mais également à travers son numéro. Donc, voilà un petit peu pour les outils de recherche. À gauche, vous allez trouver la liste des couches. Donc, la liste des couches dans MapFishApp, elle était à droite, là, elle est à gauche. C'est paramétrable, ça aussi. Et dedans, nous avons organisé des couches d'informations, de données dans des groupes de couches, voire des sous-groupes de couches. Donc ici, on a créé 2 grands groupes qui sont des données un premier groupe qui contient des données de gestion de la direction des jardins. Donc ce sont des couches qui leur sont propres à leur maintenance, à la gestion des équipes, des secteurs gérés par ces équipes, des quartiers, etc. Et puis des couches plus sur ce qu'on voit dans les espaces verts, donc tout ce qui correspond à l'espace planté. Donc c'est un tronc commun de données qui vont être utiles à toutes les personnes de service jardin. Les fiches d'information. Alors oui, ici, je voulais vous montrer un petit peu, il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut faire dans cette liste de couches. On peut tout d'abord déplacer, donc organiser des groupes, des sous-groupes comme on veut. Donc par exemple, l'espace planté, on a fait des sous-groupes. Là, vous voyez, vous avez un sous-groupe arbre dans lequel on a les arbres d'alignement, les arbres d'ornement, on a pas mal de données, on a cumulé pas mal de données. Voilà, ces groupes et ces sous-groupes peuvent être déplacés à volonté, par un simple glisser-déposer. On peut également appliquer de la transparence sur certaines couches. Alors la transparence s'applique, par exemple, les surfaces enherbées, c'est ce que vous avez en vert là dans l'écran.
eh bien, il est très facile de la rendre transparente, hein. C'est juste un petit curseur à déplacer sur la couche. Un autre outil très utile aussi, parce que vous voyez que là, on a quand même pas mal de couches intégrées dans des groupes, dans des sous-groupes, etc. Quelqu'un qui arrive sur l'application, il va trouver ça comme ça, il ne va pas forcément savoir où trouver les données qui l'intéressent. Donc, il est possible de filtrer les couches en tapant juste quelques caractères qui permettent de retrouver très facilement où elles se trouvent. Je ne vous ai pas dit un truc qui était pourtant essentiel et de base, c'est par rapport à la visibilité des couches. Mais je pense que c'est suffisamment ergonomique pour qu'on comprenne assez bien. Une couche, quand le petit œil est ouvert, quand il n'est pas barré, c'est qu'elle est visible dans la carte. Et quand elle est barrée, c'est qu'elle ne l'est pas. Donc, on peut évidemment rajouter. Alors là, vous ne voyez pas très bien à cette échelle parce que je vais me remettre à une extension maximale. Voilà, j'ai rajouté des couches, évidemment, c'est pas souhaitable de les avoir par défaut toutes cochées, c'est très lourd et c'est pas forcément très visible. Ça rend la carte un peu difficile à lire. Donc, c'est très facile, hein, cocher, décocher. Et du coup, Catherine, toutes ces couches-là que vous avez sur ta partie gauche, Oui, c'est de la configuration par l'administration, c'est ça, de MapStore, ouais, que tout tu à les fait. ajoutes. Donc c'est vraiment du WYSIWYG, il n'y a pas de code à faire, c'est très simple. Aucun code à faire. C'est vraiment dans l'interface. On verra tout à l'heure hein, comment ça se paramètre dans l'interface. Mais c'est vraiment dans l'interface administrateur qu'il est possible de paramétrer la totalité de ce que je vous montre en fait. Hein. Il n'y a aucun développement là, c'est vraiment que du paramétrage. Ces couches, elles ont des propriétés aussi. Donc quand vous sélectionnez une couche, par exemple les sites espace vert, alors je vais retourner sur le tabord parce que c'est plus sympa. Voilà. Par exemple, les sites espace vert, vous avez un petit menu contextuel qui est propre à la couche qui apparaît, qui vous permet d'accéder, d'abord de zoomer dessus, d'accéder à un certain nombre de propriétés de cette couche. Donc là, on a laissé la possibilité à l'utilisateur de modifier tout un tas de choses. Hein. Il y a des éléments qui peuvent être cachés, on peut changer le format, il y a différents paramètres. Si on a plusieurs styles de préparer dans le GeoServer, il est possible d'avoir tous les styles présentés ici et donc l'utilisateur peut basculer de l'un à l'autre. Et puis, on peut aussi paramétrer les fiches d'information, le format des fiches d'information qu'on veut voir dans l'interface et même de désactiver l'identification. Donc voilà, tous ces paramètres. Sinon, il y a la possibilité de faire des filtres. On verra peut-être ça tout à l'heure. Et surtout, un élément qui est intéressant, c'est la table attributaire, mais on va y revenir juste après. D'abord, je voudrais vous montrer, alors on peut supprimer une couche, on peut la télécharger et accéder à ces métadonnées à travers tous ces éléments. C'est un petit peu ce qu'on retrouvait dans MapFishApp, au niveau aussi de chaque couche, hein, dans le menu contextuel de chaque couche. Là, une chose intéressante, là j'ai sélectionné la couche site espace vert, et j'ai préparé des fiches d'information spécifiques pour les sites. Donc la fiche d'information, vous la voyez qui apparaît à droite une fois que j'ai sélectionné ma couche. Et en fait, c'est une fiche d'information qu'on a travaillée sur GeoServer avec des templates, des FreeMaker templates, pour ceux qui connaissent. C'est du paramétrage côté GeoServer et ça nous a permis d'avoir, c'est une fiche très intéressante pour les gens qui font de la maintenance des sites. Ça leur donne les métriques de chaque élément. On a la chance à Ville de Rennes de disposer de beaucoup d'informations sur les espaces verts. Et on a les surfaces des massifs d'arbustes, des massifs floraux, des massifs de rosiers, etc. Et donc la fiche d'info permet d'afficher les totaux et puis tous les éléments nécessaires à la gestion de ces espaces verts. J'en déduis du coup, Catherine, si vous avez fait des FreeMaker des FTL du coup dans GeoServer, c'est qu'il n'y a pas la possibilité de faire un template côté MapStore 2? C'est très réduit côté MapStore 2. Oui. Il y a la possibilité de faire, il y a un élément qui permet de faire alors attends, c'est ici, hein, tu peux utiliser ce qu'ils appellent les templates MapStore 2, mais c'est extrêmement réduit et on ne peut pas faire grand-chose. Donc nous, là, on voulait avoir une fiche d'information assez sophistiquée, avec des calculs en plus.
Et c'était vraiment la meilleure solution, c'était de le faire côté GeoServer. D'accord. Alors, les fiches d'infos qui ne sont pas travaillées côté GeoServer, vous en avez là. Si j'affiche le secteur d'équipe, là, vous allez avoir une fiche d'information non travaillée, brute, hein, on va dire, qui affiche les informations qui sont présentes sur des services publiés par GeoServer. Donc, c'est le cas sur certaines fiches. Alors, on en a fait quelques-unes. On en a fait 3 sous forme de template. Celles-ci également, qui sont des fiches vraiment utiles pour les personnes, mais toutes ces couches de gestion nécessiteront des fiches un peu élaborées et travaillées. Dans l'objectif aussi, à plus long terme, ça va être d'intégrer des carousels de photos, puisqu'on parle d'espace vert, et on a une belle bibliothèque de photographie sur les espaces verts, c'est très utile hein, pour les gens de pouvoir s'y référer. Donc, c'est prévu dans les fiches d'information d'aller rajouter ce genre de choses. C'est déjà possible, hein, mais bon, ça demande toute une gestion des photographies où on les met, etc. Sous quelle forme, du coup, vous récupérez les liens vers les photos sont stockés dans les données attributaires de la couche, enfin de la donnée? Tout à fait, ouais. Ça peut être fait de cette façon, ou alors, je pense que on n'a pas encore fait, hein, mais dans le FreeMarker template, on peut aussi rajouter des liens vers un site FTP, par exemple. Donc, Okay. c'est une autre possibilité. Mais bon, ça sera plus compliqué. Je pense que oui, on va être obligé de passer par une donnée attributaire liée à la couche. On verra. On n'a pas encore travaillé plus là-dessus, mais on sait que c'est possible. Alors, l'autre chose intéressante, ce sont les filtres sur MapStore qui sont très appréciés des gens à qui on les a montrés, en tout cas pour cette application-là. Donc, vous avez la possibilité, en cliquant sur une couche sélectionnée et sur le petit onglet qui est sur le petit picto qui va bien, d'afficher la totalité des données. Alors non, je vais passer sur les arbres, on va changer un petit peu, plus parlante pour beaucoup de gens. Donc je désélectionne cette couche, je vais faire un petit zoom sur le tabord. Et puis, j'ai une oui, petite question dans le chat, Catherine, et on nous demande qu'est-ce que donne le flux si c'est pas du GeoOrchestra derrière, si c'est pas un GeoServer derrière. Est-ce que quelqu'un a testé avec un map server ou avec un QGIS server le pas rendu? chez nous en tout cas. D'accord. Je pense que, je ne sais pas si c'est à l'ordre du jour, mais je crois qu'il y a des discussions autour de ça, mais nous, on ne l'a pas testé. D'accord. Et tant que j'y suis, je vais dérouler un petit peu la question. Est-ce que on ne parle absolument que de données, que de flux WMS, ou est-ce qu'on peut aussi gérer du WFS, par exemple? Oui, il y a la gestion WFS également. Il est possible d'intégrer du WFS. D'ailleurs, il y a certaines fonctionnalités comme le téléchargement de données, des choses comme ça qui font appel au flux WFS. Merci. Et sur nos fonds de plan, nous, on utilise du WMTS, donc du GeoWebCache qui n'est pas intégré dans GeoServer, c'est un GeoWebCache standalone et on y accède très facilement sans aucun problème. Donc, je voulais vous montrer les filtres sur la table attributaire sur la couche des arbres. Alors, les arbres d'ornement, c'est une couche qui contient 68 848 arbres sur la ville de Rennes. Hein. Vous voyez, le nombre d'objets apparaît en bas. Et j'ai envie de chercher tous les arbres de type chêne. Donc, un chêne, c'est Quercus, hein, en latin, on va dire. Donc là, vous voyez qu'il m'a filtré la liste. Alors, je peux remonter un petit peu si vous voulez, hein, que vous voyez mieux. Il m'a filtré la liste en ne me mettant que les données qui sont de type chaîne. Donc, c'est c'est très, très facile à utiliser et c'est intéressant. Donc là, on est passé à 2131 objets. De 80 000, je vous ai dit quelque chose comme ça tout à l'heure, on est passé à 2131 objets et avec la possibilité, alors je vais redescendre, de synchroniser le filtre qu'on a fait ici avec la carte, tout simplement en cliquant là-dessus. Donc en cliquant là-dessus, je vais redézoomer un petit peu, voilà, en cliquant là-dessus, zut, j'ai cliqué, j'ai pas dézoomé, j'ai une petite latence, voilà. Donc je refais parce que j'ai perdu ma synchronisation.
Voilà. Là, en fait, je vois que dans le Tabor, les chaînes sont positionnées essentiellement à l'ouest du Tabor, dans cette zone-là. Donc après, évidemment, on peut imprimer, etc. On peut également faire plusieurs filtres. Alors ces filtres-là ne sont pas persistés, c'est-à-dire que dès lors que je vais fermer ce tableau, ça va revenir. Mais il est possible de faire exactement les mêmes filtres par ce biais-là. Pardon, je me suis trompée. Je reviens en arrière. Par ce biais-là. Et là, vous connaissez davantage, c'est plus habituel, mais ça plaît moins aux utilisateurs des jardins. Eh bien, on peut faire des filtres assez classiques en rajoutant des conditions, attributs égales, etc. En multipliant les filtres, c'est-à-dire qu'on peut faire des filtres sur des valeurs d'attributs, mais également des filtres entre couches, c'est-à-dire sélectionner une couche et puis dire je veux que tu m'intersectes tous les arbres du Tabor et je ne veux récupérer que les arbres du Tabor. D'accord? Donc voilà. C'est quoi? C'est des filtres SQL. Ouais, okay. Et du coup, les options spécifiques de HGO Server sont aussi prises en charge? Alors je ne sais pas. Moi je peux te répondre. Oui, du coup il y a l'extension Query Layer dedans et qui te permet de faire aussi des recherches SQL entre couches. Entre différentes couches. Ça c'est le Cross Layer Filtering, je crois. C'est le plugin qui s'appelle Cross Layer Filtering qui permet de faire ce genre de choses. Donc ça veut dire que sur GeoServer, tu es obligé d'avoir un certain nombre de plugins activés pour pouvoir réaliser ce genre d'opération. Ça semble raisonnable. Voilà. Quel autre point? Alors là, je vous ai montré donc des données qu'on a préparées, alors je viens désactiver tout ça, des données qu'on a préparées, qu'on a paramétrées pour les utilisateurs, mais on leur a laissé la possibilité, ça suffit pas, ils ont beaucoup d'autres objets dans leur base, et il y a certains profils utilisateurs qui auront besoin, par exemple, de données de type réglementaire. Donc on leur a préparé des cartes modèles qui contiennent des informations complémentaires à celles qui sont dans la liste des couches, qui vont pouvoir enrichir la carte. Et ces cartes modèles, là, on en a préparé 6. On va regarder un exemple. On va rajouter, par exemple, ce qui est urbanisme foncier. Ça intéresse beaucoup les gens qui font de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. On va ajouter ce modèle de carte à la carte standard. Alors, il y a un petit bug aujourd'hui qui fait qu'on passe sur les cartes vides, mais, on va repasser vite fait sur un fond de plan de type cadastral. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'il m'a fait quand j'ai rajouté la carte modèle? Eh bien, il m'a rajouté un groupe de couches qui s'appelle DJB Urbanisme Foncier, dans lequel je vais retrouver une couche qui intéresse beaucoup les gens du service jardin, c'est la couche des grands propriétaires fonciers. Donc la légende est affichée, oui, je ne vous ai pas montré tout à l'heure où on pouvait accéder à la légende. Donc la légende d'une couche, elle s'affiche directement par ce biais-là. On voit que les parcelles en jaune, ce sont celles qui appartiennent à la commune du territoire sur lequel on se trouve, donc en l'occurrence à la ville de Rennes. Donc ça, c'est très utile pour les gens pour savoir quand ils interviennent, s'ils interviennent bien sur une parcelle de la ville de Rennes ou pas. Donc voilà, alors là c'était urbanisme foncier, donc on peut effectivement, je vous ai dit tout à l'heure, les déplacer, vous voyez, c'est juste par un simple glisser-déposer, c'est très, très facile. Les cartes modèles, voilà, donc on va continuer à en générer en fonction des besoins. Là, on a identifié 4 profils différents dans cette application, donc en fonction des profils, on va créer des cartes complémentaires. Ça permet de gérer proprement ça permet de ne pas avoir trop de couches dans la liste des couches et de faire que le démarrage de l'application sera plus propre et plus facile. J'ai dû glisser le groupe de couches dans un autre. Je ne sais pas. Voilà un petit peu ce qu'on peut vous montrer. Donc, autrement, on a accès à tout un tas d'autres fonctionnalités qu'on a volontairement limitées dans cette application-là, qui sont les fonctionnalités. Là, on a les impressions. Donc, les impressions sont... j'ai des petits soucis de lenteur, là. Les impressions ressemblent beaucoup à MapFishUp puisqu'elles s'inspirent, elles utilisent le même moteur.
Euh, donc, si je fais un test, voilà, vous allez retrouver la possibilité d'imprimer en incluant ou pas la légende sur une autre page, sur une page séparée, par exemple. Et puis, nous, on a paramétré des impressions pour définir des échelles. Donc, ce sont des échelles approximatives, mais ça permet de se rapprocher à une échelle qui nous intéresse. Et puis, avec cette possibilité aussi en déplaçant la carte, d'avoir le déplacement qui se fait également dans la visualisation de l'impression. Enfin, la possibilité de créer un PDF qu'on peut télécharger. Donc, il est en train de me créer le PDF, voilà, et que je peux télécharger, ou je peux aller regarder toutes les pages qui m'a. Là, en l'occurrence, il y a 3 pages parce qu'il y a de la légende. Un petit peu. Et un autre outil qu'il y avait sur ma fiche app, qu'on retrouve, c'est les outils de mesure. Les outils de mesure, donc je fasse attention à mon temps parce que je vais peut-être dépasser, Maëlle. Les outils de mesure, vous retrouvez. Donc je me dépêche. Voilà, et puis les outils d'annotation. Donc je vous les montre vite fait comme ça, mais je vais vous montrer, oui, enfin non, je vais pas passer du temps dessus, je vais plutôt vous montrer l'usine à visualiseur. Donc voilà un exemple d'application qu'on a créée pour les services jardin. On est en train de former 300 personnes à son utilisation. Les premiers retours sont bons parce que l'ergonomie leur plaît. Ils s'y retrouvent, ils arrivent facilement à utiliser les outils. Donc on a un très bon retour là-dessus depuis ça fait une semaine et demie qu'on fait les formations et on a un très bon retour là-dessus. Voilà un petit peu pour ce qui concerne l'application GeoJardin. Donc, comment on l'a créée? C'est peut-être ça qui va vous intéresser. J'ai une petite question, Catherine, avant que tu passes à l'administration qui est vraiment intéressante. Julien Sabatier me demande est-ce que les légendes est bien gérées lors de l'impression? Est-ce qu'il y a bien la partie légende dans l'impression? Notamment d'ailleurs en cas d'une présence d'un fond de plan cadastral. Ça dépend du fond de plan, des données que tu as fait. Nous, on est en WMTS. Donc, la légende du WMTS du fond de plan cadastral, on ne l'a pas. Par contre, la légende des couches qui sont dans la liste des couches, oui, elles apparaissent bien. Je peux vous montrer, je peux le faire, mais mon temps est peut-être un peu limité, j'aurais dû aller au bout. Pas sur l'administration, et puis on va essayer de trouver une plateforme de démo pour fournir dans l'IRC pour que les gens puissent aller utiliser. Ok, marche. Donc je referme ça. Et du coup, je retourne sur l'usine à visualiseur. Donc l'usine à visualiseur, c'est très simple en fait. Vous pouvez créer un nouveau contexte applicatif. Donc GeoJardin, c'est celui-ci, vous voyez. Un nouveau contexte applicatif, et bien on va en faire un, c'est très rapide. Vous lui rentrez un nom, vous lui rentrez le titre de la fenêtre, on va dire test. Donc là, quand tu parles de nouveau contexte applicatif, c'est ce que toi tu appelais tout à l'heure une application, quoi, une nouvelle application. Exactement. Pour moi, c'est une nouvelle application. C'est comme une nouvelle application. Ce qu'on pouvait voir dans MapFishApp comme étant un contexte WMC ou qu'on peut voir comme dans MViewer comme étant une application, une configuration XML. Non, c'est un petit peu plus parce qu'il y a aussi les outils. Il n'y a pas que les cartes. Les cartes, c'est le fond de plan et la liste des couches. Mais là, on est en train de définir aussi les outils qu'on va mettre dans notre application. Donc, ça va plus loin qu'un WMC. Oui, d'accord. Donc là, par exemple, je vais vous montrer d'ailleurs comment ça se passe. Donc, quand on crée une nouvelle application, il y a une carte par défaut qui est proposée, qui est celle qu'on a définie dans les fichiers de configuration, dans un fichier qui s'appelle new.json. Donc là, on a défini déjà les fonds de plan par défaut. On a un certain nombre de fonds de plan. À cet emplacement-là, sur cet écran-là, je peux rajouter des fonds de plan, rajouter des couches en tant qu'administrateur. Et puis après, je vais pouvoir paramétrer les plugins. Donc par défaut, aucun plugin n'est activé sauf celui de la carte. Mais là, je vais pouvoir rajouter des plugins à volonté. Donc par exemple, je veux rajouter une barre de recherche. Je vais la rajouter. Je fais mon marché en fait. Je rajoute la liste des couches. Alors elle vient avec tout un tas de composants supplémentaires qu'on peut, si on ne veut pas que les utilisateurs téléchargent les données, bien on décoche télécharger les données. On peut également rajouter par exemple les impressions. Et puis chaque plugin
peut faire l'objet, on peut considérer que ce plugin, il est utilisable par l'utilisateur, mais il est caché par défaut dans l'interface. Lui, il va pouvoir l'activer à travers un autre outil qui s'appelle extension utilisateur, qui va lui permettre de voir cet outil-là. De la même façon, on peut paramétrer, je vous ai dit tout à l'heure que j'avais paramétré les recherches sur des services WFS. Eh bien, ça se paramètre à ce niveau-là. Il est possible de rajouter tout un tas d'informations. Je vais vous montrer sur un contexte existant. Tout un tas d'informations pour paramétrer son plugin beaucoup plus finement pour l'application qu'on souhaite mettre en œuvre. Une fois que tout ça c'est paramétré, eh bien, on crée notre application. Voilà, elle est là. On peut lui mettre des droits, une imagette, etc., une description, et surtout lui mettre des droits, c'est-à-dire autoriser des groupes à la voir. Donc, si on veut que tout le monde puisse voir cette application, on dit que everyone peut voir. Donc là, tous les utilisateurs de la plateforme pourront la voir. Mais sinon, eh bien, on peut utiliser les groupes du LDAP. Oups. Alors là, il y a un petit défaut, là. Petit défaut de... On n'arrive pas bien à voir les groupes. Mais vous allez me croire sur parole. Vous retrouvez les groupes de G-Orchestra. Et vous pouvez paramétrer, hein, évidemment, si je tape EL, ça va filtrer. Hein, donc, je vais peut-être pouvoir y avoir... Alors, c'est peut-être un problème de navigateur, je ne sais pas. Enfin, toujours est-il, vous me croyez, il y a les groupes de G-Orchestra qui s'affichent là. Voilà, donc là, par exemple, une carte minimale qu'on aurait pu faire, c'est celle-ci. Voilà une carte où on n'a rajouté aucun plugin. Donc, il n'y a rien. Il y a juste le fond de plan. Et ça peut être très utile hein, si on veut faire une carte très visuelle pour un besoin précis. Donc, cette carte-là, elle contient aucun outil. Juste un fond de plan. On ne peut même pas aller regarder les autres fonds de plan. Et puis, alors ce contexte applicatif, j'ai dit carte, pardon, je me suis fourvoyée. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aussi elle est directement accessible. Ça veut dire que le lien est directement créé en haut, qui permet de retourner ou de partager cette carte avec qui on veut et n'accéder par exemple directement qu'à cette carte-là. Voilà. Alors, tout à fait. Celle-ci, on peut fournir le lien. Alors, nous, on a un petit problème dans notre infrastructure par rapport à ça. Le dièse nous pose problème, mais parce que on est obligé de s'authentifier sur notre portail, donc ça nous pose un petit problème. Mais autrement, le lien est partageable très facilement sur des plateformes ouvertes sur Internet. J'ai deux questions du coup. J'ai une question, est-ce qu'on peut récupérer les WMC qu'on avait fait dans MapIShap? Donc je sais que moi que dans MapStore on peut enregistrer en WMC, mais est-ce qu'on peut récupérer des WMC existants? Oui, tout à fait, parce que alors je vais retourner sur cette carte par exemple. Pardon, je vais retourner en tant qu'administrateur. Vous avez la fonction importer. Vous allez le mettre ici, c'est très bien. La fonction importer permet de déposer des contextes et là on peut, je ne sais pas si vous voyez, c'est écrit en petit, mais vous pouvez très bien charger des formats JSON de MapStore, des WMC, voire du GeoJSON, des annotations, etc. On peut remonter tout ça. Donc on peut faire l'import de plein de types de fichiers différents et directement côté client. Et Exactement. après les enregistrer sous forme de carte, enfin de contexte applicatif serveur et s'en servir après. Voilà. Alors ce que je n'ai pas précisé, parce que j'ai vu des questions qui vont dans ce sens-là, lorsqu'on fait un contexte applicatif à travers le gestionnaire de contexte, ces contextes applicatifs sont enregistrés en base de données. Ils ne sont pas enregistrés par défaut, hein, ils sont enregistrés en base de données. Donc, il y a bien une base de données à monter. Nous, en l'occurrence, c'est du Postgre. Hein, et c'est dans la base G-Orchestra. On a un schéma qui s'appelle MapStore dans lequel on a intégré, toutes ces données sont intégrées. J'ai encore une question pour toi. Oui. Julien Sabatier demande si il est possible de configurer une couche pour pas qu'elle soit interrogeable lors d'un clic sur la carte. Ça veut dire que si tu as des entités sur la carte, est-ce que c'est possible qu'au clic, il n'y ait pas d'affichage de carte, d'affichage de Oui, tout à fait. Donc, je vais retourner sur GeoJardin. Je ne sais pas s'il a vu tout à l'heure, quand j'ai montré ça,
Quand on va regarder, alors j'ai fait un petit couac là. Alors il y a un truc qui est pratique. Hein, quand on a des petits problèmes dans l'application, on peut réinitialiser sa session utilisateur ou qu'on a fait des bêtises, hein, ça arrive. Donc là, je réinitialise ma session et je vais lui montrer du coup dans les propriétés de la couche. On est sur la dernière version de MapStore, hein, je précise, parce que c'était pas dans les versions précédentes. Dans les propriétés, ici, on peut faire désactiver l'identification. D'accord. Ok. Voilà. Et sinon, il y a également ici, quand ce petit bouton est actif, ça veut dire que par défaut, l'identification est active, mais on peut aussi le désactiver. Donc pour résumer ce que tu nous as montré là, c'est qu'il y a énormément de fonctionnalités différentes, il y a énormément de configurations possibles. Ouais. Est-ce qu'il y a une documentation qui nous permet de nous y retrouver? Parce qu'on peut faire du coup des contextes applicatifs très simples, faire des petites cartes rapides pour des gens qui vont l'utiliser, mais pour que l'administrateur sache toutes les options possibles. Eh bien oui, il y a une documentation. Alors la documentation, elle est, alors excusez-moi, mais là du coup je l'ai pas en tête. Alors il y a des liens dans l'application, on peut mettre des liens vers des tutoriels et de l'aide. On l'a pas encore fait. Ça va venir, mais c'est tout frais chez nous. Hein. On est en train de démarrer très très vite. Par contre, il existe une documentation. Alors, je vais aller sur le GitHub de MapStore pour Jeux Orchestra. Et vous avez une documentation qui est présente ici pour de l'intégration de la configuration. Alors, elle est en anglais, par contre. Hein, et vous avez aussi la documentation de MapStore directement qui vous permet d'accéder à toutes les fonctionnalités de MapStore. Parfait. J'ai encore une question. Est-ce que dans tout ce que vous avez testé, dans tout ce que tu as testé, Catherine, est-ce que vous avez fait une intégration par iframe sur un site externe? Oui, moi je l'ai testé sur un site, sur le site de démo de Geosolutions et ça marchait très très bien, sans aucun souci. Et puis intégrer, alors il y a un outil qui s'appelle Partager qui permet de, alors nous on l'a pas activé dans GeoJardin, mais il y a, si je prends la carte maximale là que j'ai créée tout à l'heure, très très vite, il y a un outil de partage. Je vais vous montrer ça. Il y a un outil qui s'appelle Partager qui permet de partager à travers un QR code l'URL du contexte applicatif en cours, de le partager à travers les réseaux sociaux et même de récupérer le code de l'iframe. Merci. Je pense que j'ai répondu à la question. Exactement. Par contre, alors il y a énormément d'autres fonctionnalités que nous n'avons pas encore mises en œuvre à Rennes Métropole, qui sont des graphiques, la possibilité de générer des graphiques sur les couches de données, la possibilité d'utiliser des échelles de temps sur des orthos, par exemple, pour vérifier la fraîcheur des données, des choses comme ça, la possibilité d'utiliser des story maps. Et du coup, là, moi, j'ai pas d'expérience et de retour d'expérience à vous faire là-dessus. Voilà, je vais laisser peut-être la parole à Pierre pour des explications plus sur la partie configuration et peut-être Bon, ça ton va être retour d'expérience à toi aussi. vu le temps qui nous reste, ça va être plus court que ça. Je vais juste parler des technologies de cette application. Du coup, et deux, trois éléments. Alors moi, j'ai pu tester d'ailleurs, avant de finir, j'ai pu tester les widgets qui permettent de faire des diagrammes, des graphiques sur la carte et les intégrer sur la carte. Ça marche très très bien. Et en plus, c'est contextuel. Donc ça veut dire que quand tu crées ton widget, quand tu crées ton petit graphique, en fonction de ton niveau de zoom et des nombres d'entités qu'il y a sur l'écran, le graphique va évoluer. Tu peux le faire évoluer ou garder les données par défaut. Ça marche vraiment bien. Tu peux donner un petit peu plus de détails sur comment ça marche, ça? Parce que En fait, tu vas, par l'interface d'administration, tu vas rajouter un widget. Je peux pas faire de démonstration là, mais par l'interface d'administration, tu vas rajouter un widget, la possibilité de mettre des widgets sur la carte et les utilisateurs, sur leur contexte applicatif, vont pouvoir prendre ce widget,
soit un widget prédéfini d'un graphique que tu as toi dit je prends telle valeur en X, telle valeur en Y sur tel WMS ou tel WFS, soit c'est les utilisateurs qui choisissent quelle couche ils mettent dedans, et ça fait différents graphiques, et tu peux choisir des camemberts, des histogrammes, des graphes en barre. Il y a énormément de choix possibles. Et c'est vraiment pas mal fait. Après, tu peux pas faire des analyses croisées très très détaillées, mais ça te permet de faire des dashboards de visualisation rapide vraiment bien. Moi, je voulais vous parler du coup de la technologie utilisée. Donc, MapStore 2, c'est deux parties. Il y a un front-end qui est fait en React.js avec du Redux. Et en back-end, c'est du Java avec du Spring. Donc, il y a deux parties à installer. C'est intégré dans GeoOrchestra depuis la version 20.1, aussi bien en Docker que par l'installation Ansible. Si vous voulez le déployer que MapStore chez vous, si vous n'avez pas GeoOrchestra, c'est aussi tout à fait possible. Par contre, il faut garder en tête qu'il y a une grosse dépendance avec GeoServer et les extensions de GeoServer pour utiliser les fonctionnalités les plus complexes de MapStore 2. Donc si vous avez un MapStore 2, mais que derrière vous n'avez pas un GeoServer avec les extensions, la liste des extensions qui va bien, vous allez vite être limité dans les possibilités avancées de MapStore 2, comme dans le requêtage entre plusieurs couches, ou dans la création de widgets, par exemple. Ça tire, pour créer des widgets et des graphiques, ça va appeler des services d'extension de GeoServer. Et le dernier petit point, c'est la compatibilité navigateur. Si chez vous, vous avez encore des personnes qui sont sur Internet Explorer, ce qui m'étonnerait, mais ça peut arriver dans certaines administrations ou certaines... Je dis ça comme ça, hein, mais ça peut arriver, ça marche pas du tout. Il faut du Chrome, du Firefox, du Safari ou du Edge. Et par contre, c'est responsive. Donc ça marche très bien sur tablette et ça marche très bien sur téléphone. Si vous faites un contexte applicatif simple, vous pouvez très bien vous en servir sur téléphone. Il y a un mode édition dans MapStore 2. Je vous le déconseille sur téléphone, mais sur tablette, ça marche pas trop mal. Voilà, c'est fini pour moi. Moi, j'aurais bien une question. En présentation de ce webinaire, Maël a mentionné donc qu'un certain nombre d'organismes avaient contribué au financement de ce développement. Est-ce que ça serait possible de les lister, juste par curiosité? Bon, j'imagine que Rennes Métropole en fait partie, mais les autres... Laisse Maël répondre. Le Craig. Les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, le Grand Est et le Puy-en-Velay. C'est bon? Nous sommes Merci. 5. Catherine vous a montré tout à l'heure du coup qu'on pouvait rajouter des extensions, des plugins dans la partie administration de MapStore 2. Ces extensions, il y en a des natives, mais on peut en développer. C'est très facile d'en développer. Il y a un guide de développement et il y a une partie de modules additionnels qui sont en cours de développement. Et Maël va nous faire le point du coup sur ceux qui sont en cours de développement chez Rennes Métropole, je crois. Développement cadastral, consultation avancée des données cadastrales. Les développements sont en cours et on va pouvoir tester à partir de la semaine prochaine. Voilà, produit phare. Un autre produit qui est lié à l'urbanisme, c'est quelque chose qui permet de consulter les notes de renseignement d'urbanisme, c'est-à-dire le croisement de toutes les informations foncières à une parcelle, plus aussi des données spécifiques chez nous, qui sont des points de localisation des permis de construire, permis de démolir. Donc ça, c'est des choses, si vous avez les données, c'est transposable dans votre SIG et sur votre GeoOrchestra. Alors, un autre module additionnel en cours de développement que, à titre personnel, j'attends beaucoup et j'en attends beaucoup de choses, c'est carrément une plateforme de signalement qui va permettre de faire des signalements sur des thématiques de données ou une donnée spécifique. Thématique de données, exemple, voyer-adresse, on monte une thématique voyer-adresse et via l'outil de signalement, on pourra activer
des signalements, produire des signalements, avec derrière, sur la partie back-end, tout un workflow spécifique à cette thématique. Et on peut multiplier les thématiques avec des workflows qui vont être différents. Donc on a la partie la plus grosse, c'est toute la partie back-end, administration. Et ce module sera disponible dans MapStore et également dans MapFishApp pour pouvoir assurer la transition entre les deux visualiseurs, avec des fonctions peut-être moins avancées dans MapFishApp que dans MapStore. Voilà. Et la partie administration sera faite, on s'appuie sur les web services et les API, la partie administration sera faite sous QGIS. Dites-moi si j'oublie un module. Il y a le module Taboo 2, c'est un autre module qui permet de faire de la gestion de programme dans les AC, qui est en cours de réalisation. Et tout ça pour dire que c'est facile de développer une extension métier pour MapStore, c'est même fait pour, et qu'il ne faut pas hésiter à y aller, et que Rennes Métropole du coup a bien commencé en faisant au moins 4 ou 5 d'un coup dès le début. Et donc ils ont un bon retour d'expérience, donc il ne faut vraiment pas hésiter à leur demander, si jamais vous vous lancez dans la création d'un module, quels sont les points sur lesquels il faut faire attention. On nous demande aussi de parler d'édition en ligne. Oui, on n'en a pas parlé. Oui, alors l'édition en ligne, vous pouvez aller sur le site de développement, on remettra le lien, parce que là on n'a pas configuré les choses là chez nous, on l'a fait mais on n'a pas eu le temps de remonter sur notre serveur de test, mais par contre on a testé ça, on a validé, ça marche très très bien, ça marche vraiment très très bien. Une fois que vous avez mis une couche, alors vous avez mis une couche en mode d'édition sur GeoServer avec la gestion des droits qui vont bien, parce qu'il y a quand même une gestion des droits à laquelle il faut faire attention. Mais une fois que vous avez le mode d'emploi, ça marche très bien. Et ensuite, côté MapStore, le gros intérêt de MapStore et le gros plus par rapport à MapFishApp, c'est que on va pouvoir, dans un contexte dédié, créer un contexte d'édition. Et le gros avantage de ce contexte d'édition, c'est que au niveau de la table attributaire, vous pourrez mettre des listes de valeurs fermées. Par exemple, si vous avez une typologie qui est fermée sur un attribut, vous pourrez configurer à travers l'interface, il n'y a pas besoin d'aller écrire, enfin, il faut écrire quand même un petit peu de code, mais ça sera via l'interface, stocké dans la base de données parce que c'est lié au contexte, les valeurs autorisées pour un attribut. Donc ça, du point de vue de l'ergonomie utilisateur, c'est vraiment un gros plus. Les outils de numérisation sont plutôt bien. Côté accrochage, je ne me souviens plus, Catherine. Je sais pas, je n'ai pas testé suffisamment, mais... Il me semble qu'il y en a. Je ne me souviens pas. Il me semble qu'il y a un accrochage minimal. Donc, du en tout cas, les outils d'édition sont accessibles depuis la table attributaire. Il y a possibilité d'activer les outils d'édition très simplement. Voilà, c'est ce que vous a montré Catherine. La mise en mode mise à jour par une donnée passe par la table attributaire qui est vraiment un élément super central sur ce nouveau visualiseur et qui va permettre d'aller exploiter toute la richesse de la donnée. C'est vraiment à manipuler, il faut manipuler, mais on comprend tout de suite les gros avantages d'utiliser ça. Voilà. Je crois qu'on n'a pas oublié d'autres modules. Non, pour moi, on a fait le tour et on est bien en timing en plus. Est-ce que je regarde sur l'IRC, est-ce que vous avez des questions? Ah si, 3D. Pardon, j'ai mis le PDF. Au niveau 3D, ça va être en cours. Je crois que le travail est déjà amorcé. Du coup, dans la prochaine version, il devrait y avoir la visualisation 3D. En tout cas, avant l'été, ça c'est sûr. J'ai vu que le Cesium a été déjà intégré dans MapStore. Donc c'est quoi la visualisation 3D dont tu parles? Ah, visualisation 3D simple, à savoir le globe, donc le MNT qui fait la hauteur. GeoServer fait très bien ça à condition de préparer correctement des données, mais on a déjà une recette qui est partagée, qu'on trouve sur internet, et on en a fait une adaptée à nos réglages. Donc on a déjà la recette pour faire le globe, vraiment le terrain. Et ensuite, ça sera de la 3D simple, à savoir une couche
avec un attribut qui fait une extrudation pour avoir de la hauteur. Et on devrait aussi avoir, donc ça c'est pour utiliser avec les données déjà existantes sur le SIG. Et ensuite, l'étape d'après pour nous, en termes de test, c'est de mettre en œuvre un process de création de 3D tiles. Oui, je crois que c'est ça, j'ai un doute. 3D tiles pour pouvoir avoir des bâtiments avec toutes les formes, donc des vraies formes 3D, texturées ou non texturées. Donc ça, c'est au programme de l'année chez nous, 2021, plus vraisemblablement second semestre, vu le planning qu'on a. D'accord. On a 2 autres questions. Il y a Mathias qui demande si ça gère bien le WMS Time. Donc oui, l'extension WMS T, ça le gère bien. Il y a déjà une possibilité d'avoir des sliders ou d'ailleurs d'autres interactions. Il y a 2 types d'interactions avec ce type de WMS qui gère dans le temps du coup, pour l'instant. Et une autre question sur le WPS. J'ai pas vu ça dans ce que j'ai testé moi pour l'instant. Si, il y a possibilité, en tout cas, on peut activer les plugins WPS de GeoServer et aujourd'hui, ils peuvent être utilisés par certaines fonctionnalités déjà de MapStore. Donc, je pense qu'on peut, c'est d'autres possibles d'utiliser ça. Ouais. Donc dans MapStore, il y a déjà un service qui permet d'appeler un WPS en lui donnant un nom et des attributs. D'accord. Tout à fait. Par exemple, l'export, sur la toute dernière version de MapStore, le téléchargement de données se fait à travers du WPS. Sur la toute dernière version. C'est pas du WFS. Le téléchargement de données. Il y a les 2 possibilités en fait. Ça peut être un téléchargement via WFS, mais sur la toute dernière version, et nous, ça, d'ailleurs, il faut qu'on le désactive parce que ça ne nous arrange pas. Il y a la possibilité d'exporter ça en via un WPS. Tout à fait. Ouais, donc de faire un pré-traitement sur les données et de choisir ce que tu vas exporter sans te limiter au flux WFS par une agrégation de plusieurs couches, par exemple, pour faire l'export. Oui, c'est bien ça du coup. On a une autre question. Qui c'est qui la prend? Pour le mode édition, moi, j'ai pas assez d'expérience sur le mode édition. Hein. Je vois la question, c'est pour le mode édition, est-ce que l'utilisateur aura la possibilité de voir l'historique des modifications? Par exemple, dans les espaces verts, voir le plan de progrès de la gestion des différents espaces. Oula. Ok, pas de son. Je recommence. Ça n'est pas lié à MapStore, ça n'est pas lié au visualiseur, c'est lié à tout le système que vous pourriez mettre en place dans la base de données pour suivre votre historique. MapStore 2 n'est qu'un éditeur, il n'a pas de surintelligence par rapport à ça. Donc quand vous manipulez l'objet, c'est du WFS transactionnel, il y a un verrou sur l'objet que vous éditez, mais une fois que vous avez fini et que vous cliquez sur enregistrer, c'est bien envoyé au GeoServer ou l'autre module, mais au GeoServer qui lui va écrire en base. Donc si vous voulez suivre une historisation, ce sont des process qui sont à mettre en route plutôt côté base de données. Côté base, il y a une extension de GeoServer qui permet de faire ça, mais qui le fait pour moi pas très bien encore, et il n'y a rien qui permet de visualiser cette historisation côté MapStore en tout cas. Je vois qu'on a dépassé l'heure. Il ne me semble plus qu'il y ait de questions sur IRC. On peut peut-être s'arrêter là pour aujourd'hui. On espère que ce live vous a plu, que du coup vous serez nombreux la prochaine fois encore. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des sujets ou des thèmes que vous voulez aborder. Et le prochain live, Jean, je crois que c'est toi, c'est ça? Je me trompe pas? Moi, non. On a discuté, a priori, ça serait une région slovaque, la région de Prešov, qui ferait une présentation sur leur usage de GeoOrchestra. On n'a encore pas fixé la date. Très bien. Ni le sujet précisément, mais je pense que globalement, c'est de présenter les usages qu'ils en font. Bon, bah, merci. Par contre, ça sera en anglais, vu que l'auditoire est slovaque. Très bien. Merci encore Catherine de nous avoir présenté tout ça. C'est vraiment très gentil de nous avoir rejoints pour cette présentation. Merci Maël d'avoir tout organisé techniquement. Oui, on a fait des tests. C'est ça. Et bonne soirée à tout le monde. Merci pour votre écoute. Bonne soirée. Et la vidéo sera revisible dans quelques heures sur YouTube. Merci.